Alors, en l'absence de réglementation, vous savez bien, aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation sur le sujet, en tout cas au travail. Je pense que cette journée est utile parce que, au fond, il nous appartient, par l'expérience, par nos actions concrètes, peut-être, de mettre en place des solutions adaptées, peut-être d'inspirer dans l'avenir une réglementation qui pourrait venir. C'est la première fois, et ça je tiens à le souligner, que dans cette région, en tout cas, et peut-être même en France, je me tourne vers Nabila qui a préparé les éléments, donc elle me confirme que c'est même en France, l'endométriose au travail est inscrite dans une politique régionale de santé au travail et portée au niveau régional. On va donner la parole à Nabila pour nous présenter un petit peu les accords qui ont été signés jusqu'ici. Il y en a beaucoup. Elle a fait un travail d'investigation. Nous, on a fait une simple recherche en fait sur Légifrance. On a croisé en fait des mots et puis on a ces 125 accords qui sont sortis. Donc ça n'est pas une analyse exhaustive, je pense que c'est très important de le dire. Pour autant, je pense que l'analyse qu'on en a faite de ces accords, de ces quelques accords qu'on a regardés, elle permet quand même déjà de dégager pas mal d'enseignements sur ce qui se fait actuellement en entreprise. Donc ça, c'est la grille de lecture en fait qu'on s'est proposé en fait pour lire ces accords. Donc on s'est posé la question, quand est-ce que ces accords ont été conclus, de quand ils datent, est-ce que c'est très récent ou pas, par qui est-ce que ces accords ont été conclus, La question, elle était intéressante de savoir si, notamment s'agissant des organisations syndicales, on était sur des positions un peu partisanes ou si au contraire on était sur quelque chose de plutôt consensuel. La question du où, et notamment de la répartition géographique, on s'est posé la question de savoir est-ce que ce sont essentiellement les grands sièges sociaux en fait, qui ont conclu ces accords, avec probablement une concentration en Île-de-France, là où on retrouve le plus de sièges, de sièges sociaux, ou est-ce que c'est au contraire très réparti géographiquement? La question du pourquoi, c'est-à-dire du contexte, qu'est-ce qui a amené l'entreprise dirigeant comme représentant du personnel à négocier, et puis pourquoi, qu'est-ce qu'on a recherché en fait comme finalité. On s'est aussi posé la question de qu'est-ce que ces accords contiennent. Est-ce que ce sont des congés menstruels? Est-ce qu'on est allé sur du télétravail, sur d'autres dispositions encore? Pour qui? Alors vous allez me dire, voilà, c'est un peu évident, c'est pour les femmes atteintes d'endométriose. Non, pas forcément. On a certains accords. J'ai un accord en particulier en tête qui a prévu un congé menstruel pour toutes les femmes, sans condition aucune. Avec des questions qui peuvent se poser sur le plan juridique d'ailleurs. Et puis aussi la question dans quelles conditions. Et ça aussi c'est quelque chose de très important. Vous le disiez, Monsieur Molinier, chez vous, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas notamment de justificatif médical. Et on va le voir après, beaucoup d'accords d'entreprise ont été prévus avec des droits qui sont accordés pour les femmes, notamment atteintes d'endométriose, mais avec un certain nombre de conditions. Et on va voir que là aussi, ça pose quand même des questions sur le plan juridique. Alors, d'abord, sur la date de conclusion des accords, rien de très surprenant en fait. C'est très 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 récent. Je dirais que la quasi-totalité date de 2023. On en a quelques-uns en 2022 en lien justement avec le lancement de la stratégie de lutte contre l'endométriose. Mais donc la plupart en fait sont très exactement en lien en fait avec les travaux premiers de la commission sénatoriale et donc en 2023. Les signataires, là, un fait marquant, le consensus. On est vraiment sur quelque chose, sur un sujet qui est transpartisan, on l'a vu au niveau des partis politiques, mais je pense qu'on peut dire la même chose au niveau des organisations syndicales. Alors moi j'ai voulu, sur le contexte, sur pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ces entreprises-là sont allées conclure des accords d'entreprise sur le sujet en particulier de l'endométriose et des droits accordés aux femmes dans ce cadre-là. Alors, je me suis dit, plutôt que de vous faire une synthèse, moi j'ai trouvé intéressant de vous reprendre en fait les passages. Donc, vous voyez, dans un accord en particulier, on notait cette démarche constitue une approche adaptée pour soutenir les femmes dans leur épanouissement professionnel, favoriser une culture de travail inclusive, anticiper les évolutions réglementaires. Ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué. C'est que beaucoup de ces accords mettent en avant le vide juridique actuel et que justement ces entreprises ont voulu pallier un manque juridique. Donc promouvoir, garantir la prise en compte de spécificités liées à la santé au féminin, ça aussi c'est quelque chose qui revient dans beaucoup d'accords. C'est la question plus générale de la santé au féminin. Et on le verra d'ailleurs après, c'est souvent en fait dans ces accords, moi j'ai noté que ce n'étaient pas des accords qui portaient exclusivement sur la question de l'endométriose, mais sur des questions plus larges, avec notamment la question des fausses couches, y compris la question de l'interruption volontaire de grossesse.
Et puis le quatrième que j'ai plus en tête, oui, la PMA, la procréation médicalement assistée. Et alors sur quoi portaient précisément ces accords ? La quasi-totalité en fait porte sur des jours non travaillés et rémunérés en fait, octroyés aux femmes. La disposition la plus fréquente, c'est justement l'octroi de ces jours sous la forme de congé. On l'appelle congé, on l'appelle autorisation d'absence, jour de repos en fonction des accords. La question essentielle est de savoir, est-ce que c'est rémunéré ? Est-ce que c'est considéré comme du temps de travail effectif ? Dans la totalité des accords que moi, en tout cas, j'ai analysés, oui, ils sont rémunérés. On vous avait dit que c'est une matinée qui serait sujette à controverse, qu'il y avait une approche pluridisciplinaire sur le sujet, on le voit. Qu'est-ce qui se passe ailleurs qu'en France ? Mais en faisant un petit peu de recherche, de veille sur le sujet, voilà quelques informations. En fait, c'est les pays d'Asie qui sont les plus avancés sur le sujet. Et c'est au Japon que c'est inscrit dans la loi depuis 1947. C'est à noter. Par contre, c'est un congé sans limite, mais pas rémunéré. Ça, c'est important de le préciser aussi. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il n'y a que 0,9% des femmes qui le prennent, ce congé-là. Et par ailleurs, il est possible, l'entreprise peut décider de le rémunérer et elles sont 30% à le faire. On a aussi en Corée du Sud, 1 jour par mois, pas payé. L'Indonésie, 1 à 2 jours de congé payé. En Zambie, c'est la fête des mères. Ça s'appelle la fête des mères depuis 2015. Sans préavis ni certificat. Mais c'est pas payé. Il y a aussi la question de la perte financière. On n'a pas clos le débat et on n'arrivera pas à le clore aujourd'hui. L'Espagne, c'est OK. Le congé menstruel est inscrit maintenant dans la loi depuis 2013 pour des règles dites incapacitantes. C'est la loi sur la santé sexuelle et reproductive et l'IVG. Finalement, ça veut dire quoi ? Que l'endométriose n'a d'intérêt que quand on la réintègre dans une question de reproduction. Voilà. Ça appelle à la question initiale sur les représentations sociales autour de la maladie. Ça, on revient aussi à la question, aux remarques initiales sur le fait qu'il faut à peu près 10 ans pour que le diagnostic soit posé et que le diagnostic commence à se poser, où on se questionne au moment où la femme a un désir d'enfant. Donc, vous voyez, c'est pas clos. On peut même se dire que l'Espagne n'a pas clos le débat, à mon sens, vu l'intitulé générique de la loi dans laquelle ce congé est inscrit. Stéphane Rousset, qui représente la CFE-CGC. Je commencerai en disant que tous les métiers ne sont pas forcément comparables, ne sont pas tous soumis aux mêmes conditions d'exécution. Toutes les organisations du travail ne sont pas non plus comparables. En ce sens, en découle que les mesures, les accords qui peuvent être pris en entreprise doivent être réalisés au plus près des réalités vécues au travail par les personnes qui souffrent d'endométriose. Ça, c'est le premier point. Ensuite, l'angle, en effet, de la QVCT, donc qualité de vie et de conditions de travail. Le C de conditions de travail, en fait, est une arme très intéressante au sein des entreprises dans le dialogue social pour amener réellement des mesures. Parce que quand vous êtes en accueil du public debout, quand vous êtes une caissière, quand vous êtes une cadre, quand vous êtes un métier de soins dans le métier du care, vous n'avez pas les mêmes conditions de travail. On ne peut pas attendre du législateur qu'il mette un cadre unique qui pourrait s'adapter à toute entreprise. Et les meilleurs, ceux qui peuvent au mieux comprendre les conditions de travail, ce sont les représentants du personnel, qui, au travers du dialogue social, des prérogatives aussi qui sont reliées à leurs fonctions, notamment au sein d'un DURP, qui doit pouvoir, et DURP genré, je rappelle ce qui a été dit en tout début, que depuis 2014, c'est quand même une obligation, de mettre en place des mesures concrètes et adaptées au travail. Déjà, dans un premier temps, de l'information. On a vu que l'information au sein des entreprises n'est pas au fait des maladies chroniques évolutives. Et je pense réellement que l'endométriose est, avec son retentissement désormais national, un bon angle pour aborder ces sujets-là et de manière plus large, je dirais, une approche peut-être genrée, en effet, des conditions de travail qui permettrait une prise en charge plus réelle de ces sujets. Est-ce que ça ne serait pas discriminant par rapport aux hommes ? Est-ce qu'il y a des risques juridiques ? Oui, mais
le secret médical, il est où là-dedans? Il y a plein de questions en fait qui sont reliées à la réalité et on ne peut mettre des choses en place avec les entreprises, avec les ressources humaines qu'à partir du moment où ces interrogations-là puissent être levées. Parce que en RH, ça n'est pas forcément aussi simple que de dire il y a qu'à, il faut que. Il y a plein de choses et c'est qu'au travers, justement, et je le répète et je le martèle, du dialogue social avec les instances de représentation du personnel qu'il sera possible d'avancer concrètement et effectivement sur ces sujets. Donc pour le CROC, c'est important que les conditions de travail des salariés soient prises en compte. On parlait tout à l'heure de désinsertion professionnelle, on parlait de l'égalité homme-femme. Je pense qu'il y ait des maladies, et cette maladie évolutive chronique doit être prise en compte dans sa globalité. Tout à l'heure, M. Drolet le rappelait. Nous avons chance en Hauts-de-France d'avoir abordé ce sujet et de s'y intéresser. Et c'est de notre responsabilité, partenaires sociaux, à essayer de trouver des actions, des pistes pour pouvoir que tous les salariés, que ce soit les femmes dans cette maladie, puissent dire demain je vais travailler avec une garantie que ce que je subis, que ce que je souffre est pris en compte par mon employeur, par mon entreprise, par la médecine du travail, par les préventeurs, pour essayer de trouver des pistes pour améliorer ma condition de travail. Pour compléter, donc je pense qu'il y a deux axes principaux qui ressortent d'ailleurs de cette matinée. C'est informer, parce qu'effectivement c'est une pathologie pas suffisamment connue, même si dans un deuxième temps il faudra l'appréhender comme une autre maladie chronique et évolutive. Donc je pense qu'on a deux rôles majeurs au niveau du CROC, c'est d'informer les acteurs, les entreprises, les syndicats, les représentants de salariés, tous les acteurs finalement à un moment donné, qu'ils comprennent bien la pathologie et en deuxième temps qu'ils sachent aborder ces questions-là dans un dialogue social constructif et positif en entreprise. Et il existe pour cela plein d'outils qui existent déjà en fait. On a parlé même du nouveau guide là, ce matin pour informer, donc je pense qu'on a déjà un premier outil, mais aussi d'amener l'entreprise à avoir une méthodologie empathique, j'ai envie de dire, de voir l'homme avant le poste de travail. Je l'ai ressenti au travers des témoignages de tout à l'heure. Je pense qu'on peut avoir un management positif et humaniste pour justement mieux travailler tous ensemble. Et le bien-être au travail doit concerner autant l'employeur que les salariés pour allier ce qui fait aujourd'hui la qualité de vie et les conditions de travail, allier le bien-être au travail et la performance de l'entreprise, qui est aussi bien entendu un enjeu majeur. Elle souhaiterait, et tout le monde souhaiterait effectivement que la question soit prise à un niveau plus haut peut-être, au niveau du législateur, parce que quand on dit que ça n'est pas qu'un problème de santé publique, il faut aussi ajouter tout de suite, ça n'est pas non plus qu'un problème de santé au travail. On ne réglera pas le problème en considérant qu'il n'y a que les médecins du travail qui pourront agir, parce qu'il y a toutes ces autres questions-là qui se posent et que véritablement le dialogue social, les partenaires sociaux, vous le disiez monsieur, ont aussi un rôle à jouer. Parce que, encore une fois, vous pourrez demain mettre en place des mesures, ce serait super que la salariée en question puisse rester quelques jours travailler à la maison. Elle n'est pas invalidée au point de ne pas pouvoir travailler, mais par contre, ce serait peut-être bien de lui éviter le déplacement et donc faire du télétravail. Ben oui, mais il n'empêche que si l'entreprise n'a pas négocié un accord autour du télétravail, si elle n'a pas mis en place toute l'organisation du travail que nécessite le télétravail, ça ne se décrète pas le télétravail. Il faut mettre en place les outils qui vont bien, l'organisation et tout ce qui va avec. On l'a tous vécu, notamment dans la crise à l'époque, au moment de la crise sanitaire. Donc vous voyez, il y a toutes ces questions qui se posent. On ne peut pas se contenter de dire il n'y a que le médecin du travail finalement. Non, il y a l'entreprise et je pense que effectivement le dialogue social il a toute sa place. Et puis vous le disiez tout à l'heure, Stéphane, c'est pas non plus le législateur qui va tout régler comme ça d'un coup de baguette magique, quand bien même effectivement des dispositions seraient prises au niveau législatif, au niveau réglementaire. On a bien vu qu'on ne parle pas d'endométriose au singulier mais au pluriel, et qu'on ne parle pas non plus d'entreprise au singulier. Il y a la question de la taille et la question des secteurs, la question de la culture, etc. etc. Donc il faut bien que ce soit réfléchi et discuté au niveau des entreprises. Bonjour à tous, je suis Xavier Molinier, donc le DRH de la société Good Days, ex-Critizer, société dont le siège social est à Lille. Donc j'ai avec à la fois beaucoup d'humilité aujourd'hui, parce que on est une entreprise de 100 personnes, et ce qu'on a mis en place, c'est quand même une goutte d'eau dans l'environnement économique français. Puis beaucoup de fierté aussi, parce qu'il y a 2 ans, on a été a priori parmi les 2-3 premières entreprises à mettre en place un accord
congé pour règles douloureuses. Et les entreprises se doivent d'avoir ce rapport à l'humanité. Après, on se rend compte aussi, d'un point de vue purement économique, que d'être dans cette relation d'humanité, ça crée aussi de l'engagement, de la motivation, du respect, de la confiance, et on gagne aussi en rentabilité, en profitabilité. Une femme qui souffre d'endométriose ou de règles douloureuses et à qui on permet de prendre 2-3 jours de congé tous les mois potentiellement payés à 100%, et qui a la capacité à pouvoir se reposer, prendre du recul, va revenir au travail naturellement reposée, satisfaite, reconnaissante. Donc voilà, donc je pense qu'il y a aussi cette relation de cause à effet. Enfin, il faut de l'humanité, mais l'humanité est payante aussi en retour. Et je pense qu'il faut arriver à ancrer ça dans tous les esprits des chefs d'entreprise. Comment vous êtes arrivé à un accord ? C'est quoi l'impulsion ? L'impulsion, elle est sur deux niveaux, à la fois des valeurs de l'entreprise. On a eu la volonté avec Nicolas Hammer, qui est le CEO, le directeur général de l'entreprise, de faire en sorte que l'entreprise soit un lieu de réalisation. Donc on veut que chaque salarié puisse se réaliser professionnellement, et la douleur est naturellement un frein à cette capacité à pouvoir se réaliser. Donc si on veut mettre les hommes, les femmes, tous les salariés sur un pied d'égalité, il faut à la fois permettre à chacun de venir travailler dans des bonnes conditions. Donc ça, c'était le premier point de fond. Et puis après, il y avait une dimension plus personnelle où mon directeur général était confronté de son côté, a été confronté à des situations de fausses couches. Moi, de mon côté, dans ma famille, j'ai des femmes qui souffrent d'endométriose. Donc on s'est dit, voilà, il y a deux sujets qui sont pas aujourd'hui couverts de manière satisfaisante par la législation, par le Code du travail, par l'environnement global. Donc prenons les devants et faisons en sorte que ces deux situations de douleur, de souffrance, on puisse les adresser, apporter une solution concrète et pragmatique dans l'immédiat, en attendant que la législation évolue. Et concrètement, vous avez négocié un accord ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors on n'a pas négocié un accord parce que la demande n'est pas venue de notre CSE. C'était une décision unilatérale de l'entreprise. Donc on a proposé un projet au CSE, on en a discuté avec eux, on a validé, ils ont eu une information, consultation, et on a mis ça en place très rapidement, en 15 jours, c'était fait. Voilà, donc on a déposé l'accord à la DRETS, parce que je ne voulais pas que ce soit juste des paroles, il fallait que ce soit quelque chose d'ancré dans le dur. Donc voilà, c'est un accord, une décision accord officielle validée par le CSE et déposée à la DRETS. Comment ça a été perçu par les autres salariés ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un sentiment d'iniquité, sachant que c'est une maladie invisible ? C'est une solution qui colle à notre entreprise. On est une entreprise de la tech. On est sur des catégories socio-professionnelles, plutôt études supérieures, niveau licence, maîtrise et master. Donc voilà, avec une capacité, je dirais, on est plutôt sur un travail sédentaire. Donc voilà, donc ça pouvait s'appliquer assez facilement à notre entreprise de mettre en place 2-3 jours de congé rémunérés à 100% et sur un déclaratif qui soit non médicalisé. C'est-à-dire c'est juste un mail que la personne envoie à la DRH en disant voilà, je suis absent pour une journée, 2 jours, 3 jours. Voilà, et on ne demande pas de justificatif. Donc ça s'applique à notre population. Donc voilà, et c'est pas forcément une méthodologie qui pourrait s'appliquer à toutes les entreprises. Alors déjà, d'une part, on n'a pas eu d'attitude négative ou d'opposition, déjà de personne, d'une part. Et d'autre part, on a maintenant quasiment 2 ans et demi de recul et d'expérience, et ce dont on se rend compte, c'est qu'on a 5 femmes dans la société qui ont demandé à bénéficier de ces congés, de manière régulière ou moins régulière. Donc on est effectivement dans la statistique nationale, parce que ça représente à peu près 10% de notre population féminine. Donc il n'y a pas eu d'abus de ce côté-là. Toutes les femmes ne se sont pas mises d'un seul coup à déclarer des règles douloureuses. Et d'autre part, il n'y a pas eu de systématisation des 3 jours d'arrêt. Il y avait des mois 0 jour, un mois 1 jour, un mois 2 jours. Donc voilà, c'était fluctuant en fonction de la douleur ressentie. Et on a aussi un accord de télétravail qui permettait aussi à ces salariés de pouvoir, quand la douleur était relativement raisonnable, de pouvoir quand même travailler de la maison sans demander un jour d'arrêt. La dernière séquence a vraiment montré qu'il y avait déjà dans des entreprises, avec l'engagement de médecins du travail, avec le soutien des services de l'État et aussi l'action que mène l'ensemble des services dont l'ANACT fait partie, qu'il y avait déjà des acteurs qui souhaitaient s'engager, des partenaires sociaux sensibilisés, un CROCT qui, dans ce territoire, réalise un travail très impressionnant. Merci à tous ceux qui nous ont montré aujourd'hui comment on pouvait faire bouger les lignes. Donc, un guide, un quiz, une affiche, ça s'inscrit dans une action plus globale que nous menons sur la question
pour nous fondamentale de comment rendre le travail soutenable, comment adapter le travail, assouplir l'organisation du travail, développer des marges de manœuvre dans le travail pour prendre en compte ces questions relatives à la santé au travail, mais en particulier la question relative à la santé des femmes. L'ANACT, par ce guide, en lien avec étroit bien entendu avec le ministère du Travail et la DGT, veut montrer comment on peut avancer concrètement. Et ce guide vise à nourrir les discussions que, j'espère, les partenaires sociaux pourront avoir au sein des entreprises, au sein des CSE, au sein des branches, sur comment faire évoluer l'organisation du travail pour différencier, parce qu'il y a des situations spécifiques comme l'endométriose, reconnaître la situation particulière des femmes, mais ne pas discriminer. Et on a vu que cette frontière, elle était parfois facteur de tension, y compris dans l'entreprise. Ce guide est un outil qui vient nourrir les discussions que les préventeurs, les partenaires sociaux, les DRH peuvent avoir, et je l'espère auront de plus en plus sur cette question. Il s'agit surtout de sortir, selon l'ANACT, de la solution unique des arrêts de travail et de pouvoir justement développer d'autres formes de solutions. Et c'est là que l'un des éléments que nous avons souhaité mettre en évidence dans ce guide me paraît important d'être souligné, c'est la question de l'accompagnement des managers de proximité. Ne pas les laisser seuls face à cette situation complexe, où ils peuvent peut-être se retrouver à gérer effectivement des tensions dans une équipe, quand certains salariés ne comprendront pas que leurs collègues bénéficient d'aménagements, de soutien, d'aide, de congés supplémentaires et qu'ils ne puissent en bénéficier. Éviter que le report du travail, quand il y a une absence, report sur les autres collègues, soit également facteur de tension. Donc, c'est pour ça que nous considérons à l'ANACT qu'il est important de réfléchir sur l'organisation du travail à l'échelle des situations de travail, mais de l'entreprise, pour développer des marges de manœuvre et permettre d'apporter des solutions durables sur la question de l'endométriose. Je terminerai là en saluant l'ensemble des acteurs des Hauts-de-France. Je crois que vous avez réalisé un travail vraiment que nous devons tous faire connaître. En tout cas, vous avez joué ce rôle de laboratoire dans le PRST avec l'organisation de ce colloque. À nous de nous emparer, chacun dans nos domaines, de tout ce qui a pu être dit aujourd'hui dans ce colloque, pour le partager, pour le faire connaître le plus largement possible et donner envie à des acteurs d'autres territoires et aux acteurs des entreprises de travailler ensemble sur ces sujets. Je vous remercie.